Vous écoutez un podcast cinéma du Centre des Arts d'Enghien-les-Bains. Alors, bienvenue. Effectivement, là, on rentre un peu dans le dur de Lubitsch. Si vous êtes venu voir Le Lieutenant Souriant la dernière fois, qui ne date pourtant que de 1931, donc on est quasiment à la même période. Alors, je rappelle que Lubitsch aurait dû être tailleur, comme son père, enfin qu'il a commencé à travailler dans le magasin de son père, mais qu'il était fort maladroit, et en comptabilité et en couture. Même comme magasinier, il était très mauvais. Et il voulait absolument faire du théâtre. Son père lui a dit « Mais avec la tête que tu as, franchement, regarde-toi ». Il en a quand même fait. Et ce qui est beau, c'est qu'à 19 ans, un ami acteur lui a présenté Max Reinhardt, le metteur en scène, allemand, hein, tout ça, on est en Allemagne à cette époque, et qu'il est rentré dans sa troupe, d'abord en jouant des rôles secondaires, et puis finalement, il va devenir au cinéma un rôle comique important, un premier rôle comique important. Et donc, je rappelle ce passé théâtral, et en particulier ce passé théâtral avec Max Reinhardt, l'idée du Kammerspiel, mais surtout le goût pour Shakespeare. Le goût pour Shakespeare, ça veut dire pas seulement Hamlet dans To Be or Not to Be, ça veut dire aussi le goût pour le mélange des genres. La comédie et le drame ne sont pas forcément deux genres distincts. Et puis surtout le goût du décor, le goût des décors. Et vous allez, bien sûr, vous les avez déjà vus si vous êtes venu voir le Lieutenant Souriant. Et là, on arrive à une période, toujours à la Paramount, mais Lubitsch avait eu un premier contrat à la Paramount où il a fait ses comédies musicales, ses opérettes, dont Le Lieutenant Souriant. Opérette, c'est peut-être beaucoup dire, mais en tout cas, il y a des moments chantés. Et puis, vous savez qu'on est souvent dans un pays plus ou moins imaginaire, plus ou moins non contemporain, voilà, d'opérette, donc dans ces comédies musicales-là. Et pour la première fois, il fait un film contemporain. Il fait un film de son époque dont les personnages sont des personnages du moment où il tourne. Et je pense que ça a son intérêt. Et après ce premier contrat Paramount, il a hésité. Que faire à Hollywood? Il était à Hollywood depuis longtemps, il ne comptait pas s'en extraire, mais il est quand même allé à New York, il a réfléchi, refaire du théâtre peut-être, et puis non, il est revenu à Hollywood et il a re-signé avec la Paramount pour un contrat de 3 films. Et c'est quand même intéressant qu'il y ait cette petite oscillation de retour potentiel au théâtre, parce qu'il me semble que l'une de ses qualités, et on en discutera peut-être un peu après, c'est comment Lubitsch a absolument absorbé le théâtre dans son cinéma, mais comment c'est faussement un théâtre qui peut être considéré comme boulevardier ou quoi à cause de son intrigue, et qui en fait invente complètement une théâtralité de cinéma. Et on verra comment. Voilà sur qui est dans ce film, peut-être quelques mots. Herbert Marshall, qu'on aurait effectivement revu en Angel 1937, donc 5 ans plus tard, dans le rôle du mari, si vous avez vu ce film avec Marlene Dietrich et Melville Douglas. Et puis Miriam Hopkins, qu'on a déjà vu dans Le Lieutenant Souriant l'année précédente, et qui jouera dans Serenade à 3 l'année suivante. Donc une grande amie et grande blonde lubitchienne. Et puis Kay Francis, qui est une actrice qu'on a un peu oubliée, mais qu'on voit dans ce film avec à mon avis, avec un grand plaisir, et qui a joué en fait chez pas mal d'autres cinéastes aussi, Cukor notamment. Est-ce que je voulais vous dire d'autres choses avant le début ? Pas vraiment. C'était le film, peut-être pas préféré de Lubitsch, ça veut rien dire, quelqu'un qui préfère l'un de ses films. Bon, il est mort en 1947. En 1947, il a donné un entretien quand même un peu rétrospectif sur sa carrière. Il a dit, je crois qu'avec Haute Pègre, on reviendra sur ce titre français, donc Trouble in Paradise, je crois que j'ai atteint une sorte de forme. Alors il n'a pas dit parfaite, parce qu'il n'était pas du tout vaniteux, mais un point j'ai atteint quelque chose que je voulais faire. Et il me semble que c'est aussi cette perfection-là qu'on va questionner ce soir, parce que la perfection est toujours louche, évidemment, et toujours à mettre en crise et à mettre en doute. Voilà, je vous souhaite un bon film, et j'espère que vous resterez un petit peu après. Le film n'est pas très long, me semble-t-il.
Voilà, 1h20. Voilà. À tout de suite. Ça va vite parce que c'est stylisé aussi. Il y a quelque chose de très ramassé dans le film. Ça me marque à chaque fois parce que j'ai tendance à, ensuite, dans mon souvenir du film, à le faire un peu lever comme une pâte, comme ça, et à penser qu'il est plus étendu. Or, il y a quelque chose de très sec, un tracé très, très clair. Alors, je parlais du décor. Bien sûr, le travail sur le décor y contribue. Le travail aussi, peut-être, on peut parler des objets dans le film. Alors, c'est le cas dans tous les films de Lubitsch, à savoir le fait qu'il y a un aspect, on peut dire, métonymique des objets, que les objets sont des... On peut aussi penser à la psychanalyse, les choses sont les sentiments, les émotions, les relations sont déplacées sur les objets, et évidemment, c'est la circulation du désir entre les gens qui fonctionne dans les objets, mais pas seulement. Évidemment, alors tout ça est articulé par la mise en scène, puisque, comme a écrit François Truffaut sur Lubitsch dans un petit texte qui s'appelle « Lubitsch était un prince », qu'il a écrit en 1968, quand il n'était déjà plus critique, Truffaut, il a dit deux choses. Enfin, il a dit plusieurs choses intéressantes sur Truffaut, mais qui sont assez générales. Mais l'un, il dit avant, quand on ne savait pas où placer la caméra, dans le doute, on la plaçait loin. Et maintenant, quand on ne sait pas, on la place sous le nez, même, je crois, sous le trou de nez des acteurs. Et on fait des gros plans. Et donc, ce qu'il admirait déjà chez Lubitsch, c'est ça, c'est-à-dire ce sens de la mise en scène qui fait qu'on voit énormément de choses. Et que quand il y a un insert, c'est-à-dire un très gros plan sur un objet, avec parfois des mains qui le manipulent, eh bien, on s'en souvient. Et par exemple, on se souvient du plan sur le cendrier en forme de gondole qui a son rôle dans la progression, on peut dire slow burn, c'est-à-dire dans ce travail du gag qui est en plusieurs, qui est sur toute la longueur, ce qui fait que on ne rit pas aux éclats, c'est pas un rire, c'est une sorte de sourire, c'est quelque chose qui a l'élégance aussi de ce qui est montré, de la façon dont les gens sont habillés, leur gestuelle, les décors, etc. Et sur le côté, on appelle ça en anglais streamlined des objets, c'est-à-dire leur forme. Alors, ça correspond à l'époque, hein, effectivement, l'époque art déco, etc. Mais j'avais lu des choses sur le design art déco, justement quand j'avais parlé ici pour la comédie musicale de Busby Berkeley. Et si vous vous souvenez des films de Busby Berkeley, donc de la même époque, hein, début des années 30, il y a eu des études faites sur le fait que tout ça a un lien avec un imaginaire publicitaire de l'époque, plus que publicitaire, commercial, on pourrait dire, dans le design, c'est-à-dire la forme des voitures, mais aussi la forme des objets, mais aussi la forme des vêtements, cette espèce de silhouette comme ça élancée. Et qui finalement, c'est pour ça que je pense que c'est important que ce film-ci soit un film contemporain, le premier film que Lubitsch tourne dans un monde actuel du moment où il tourne. Et pourquoi je vous parle de ça, de cette élégance qu'on a vite fait tout simplement de trouver décorative et de trouver que voilà, c'est beau de voir des belles personnes, des beaux bijoux, des beaux vêtements qui évoluent dans un décor, etc. Mais évidemment, c'est toujours plus compliqué que ça. C'est-à-dire que la netteté de traits et la rapidité, le côté extrêmement économique de Lubitsch qui est remarqué, y compris dans son économie au sens hollywoodien et vraiment palpable mais bien sûr l'économie de la mise en scène. Ce côté, donc, oui, quasi... cette séduction de ces objets et de cette élégance qui va avec un imaginaire commercial, sinon publicitaire de l'époque, il est à relier, je pense, avec le fait qu'il y a un rapport très serré qui est tissé dans le film entre le désir et l'argent, si vous voulez. Et c'est une évidence, puisque ce sont des pickpockets et que c'est extraordinaire dans le scénario du scénariste qui préférait, qui est Samson Raphaelson, donc qui écrit ce scénario-là, mais auquel Lubitsch contribue. Il a toujours coécrit
tous ses films. Billy Wilder en a témoigné, lui qui a aussi coécrit avec lui 2 films, La 8e femme de Barbe Bleue et Ninotchka, donc un peu plus tard. Eh bien, cette idée que l'argent et l'amour participent d'une même circulation. Voilà, c'est ça que je veux dire. Et il me semble que c'est le film dans lequel on le voit de la manière la plus pure, puisque ce sont des pickpockets. C'est assez intéressant de voir que et qu'ils se reconnaissent comme tels. Hein. La première fois, quand elle lui dit « darling hein, », ça y est, quand les deux savent que l'autre est un pickpocket et qu'ils se sont volés des choses, et bien sûr, tout ça est en écho à la fin, repris dans cette dernière scène où on pourrait dire dans l'idée d'une comédie de remariage, enfin où ils se remettent ensemble, eh bien, c'est encore exactement le même type de reconnaissance qui se fait, de manière peut-être encore plus crûment, presque physique, et on comprend, en tout cas, je pense, on ressent encore plus peut-être à la scène finale que tout ça a rapport avec quelque chose de sexuel. C'est-à-dire que peut-être dans leur rencontre, dans leur première rencontre, quand ils se volent des choses dans le petit cabinet particulier, là, le restaurant, il y a un érotisme évident de ça, de savoir que l'autre vous a volé quelque chose qui était sur vous, en fait, donc qui vous a palpé intimement. Mais à la fin, on comprend que c'est vraiment ça, c'est-à-dire que c'est une intimité physique qui les lie complètement, qui fait que... Donc je trouve que ça, ce lien entre quelque chose de très intime, de très sexuel, hein, puisqu'on est dans ce qu'on appelle en français la comédie sophistiquée, en fait en anglais on dit sex comedy. Mais c'est dans Haute-Pègre, Trouble in Paradise, à la fois l'air de ne pas y toucher du tout, tellement tout est justement dans l'élégance, et en même temps extrêmement cru quand on y pense, de relier le désir et la transaction, parce que c'est violent en réalité. Et c'est ce qui vous a fait rire à la fin, à savoir... je ne veux pas de votre argent, et puis 2 minutes après, eh bien, vous pouvez bien dépenser, vous avez dépensé $125 000 pour un sac, vous pouvez bien dépenser $100 000 pour lui. Et donc l'une des questions du film, c'est finalement, quand on y réfléchit, Gaston est-il un sac? Vaut-il plus ou moins qu'un sac à main? Et on se l'arrache, disons, comme un objet, hein. En fait il vaut moins. Vous notez qu'il a un prix et que son prix c'est même moins que le sac à main en diamant. Donc je veux dire qu'il y a une violence au sens où c'est pas anodin, c'est quand même violence. Je veux dire une forme d'amoralité qui fait la particularité de Lubitsch à l'époque, et il me semble qui moi m'apparaît aussi dans le fait que ce qui est là encore une intrigue apparemment tellement banale boulevardière, de vaudeville, de triangle amoureux, ben voilà, il y a un homme et puis quelle femme va réussir à l'avoir. En réalité, jusqu'au bout, me semble-t-il, Lubitsch tient le fait que cet homme aime vraiment les 2 femmes. D'où les baisers qu'on voit, le baiser final quand ils se disent au revoir, etc. C'est-à-dire qu'il arrive à nous faire à la fois voir le côté, si on veut, cynique, marchand de l'arnaqueur, de l'escroc, du fait que finalement il était avec elle pour la voler, et en même temps, on n'a pas à choisir entre ça et l'amour, et on comprend que il l'a aussi aimé, mais que là encore, je crois que j'employais déjà l'expression pour un jeu de main chaude. C'est-à-dire quand on croit que le double fond, c'est qu'en fait, comme il semble lui dire, oui, je voulais vous escroquer, mais en fait, sur le chemin, je suis tombé amoureux de vous. Ben non, parce que je vous escroque encore quand même, et quand même, quand il l'embrasse pour la quitter, il l'aime encore, etc. Et donc c'est comme ces doubles fonds qui n'ont pas de fin. Et là où je trouve ça très économique avec le reste du film, c'est justement que dans le décor, ce décor qui semble, qui peut nous poser problème parce que
si on pense à la situation, au contexte du film, on est très peu de temps après la crise de 29 et plusieurs personnes, en parlant de Lubitsch, quand il m'est arrivé il y a longtemps de présenter d'autres films de Lubitsch, je disais mais pourquoi ils sont dans ces grands décors blancs alors qu'aux États-Unis c'est la crise? Est-ce que c'est simplement pour que les gens voient des belles choses et oublient il y a une partie de ça à Hollywood. Hollywood donne à voir, on en a pour son argent quand on va encore au cinéma, même si on n'en a pas beaucoup. Mais c'est pas ça, évidemment, de la part de Lubitsch. Je pense que c'est quand même autre chose. Il y a d'une part ce goût pour l'abstraction, on peut dire, pour une forme de pureté du trait, mais quand même aussi autre chose. Et il me semble que dans ce film, on voit au contraire, il n'est pas étanche. C'est pas un film étanche au rapport de classe, pas du tout. D'abord, il dit, vous vous souvenez, Gaston, il a ce mot, il dit « je suis un nouveau pauvre ». Je suis ce qu'on appelle un nouveau pauvre. Et exactement, le film s'ouvre quand même sur un type qui... C'est les poubelles des riches. Hein. C'est les poubelles non seulement des riches, donc le gondolier, alors c'est assez drôle, l'oxymore entre, disons, ordure et Venise. Tout ce que Venise transporte dans notre culture de beauté, justement de culture, de haute culture, etc. C'est pour ça que je trouve que le titre français « Haute pègre », un peu énigmatique, mais quand même assez bien trouvé. Cette idée, c'est qui est aussi un oxymore d'une certaine façon. Donc c'est pas un film de gangster, c'est pas un film d'escroc au sens où on aurait, comme mettons dans Pickpocket de Robert Bresson, qui est pourtant aussi très épuré, qui fait tout un travail sur les inserts, sur les mains, etc. Mais finalement, Pickpocket, quand vous y pensez, nous montre comment il procède, nous montre la technique de comment on s'entraîne. C'est une sorte de prestidigitation, de travail des mains, etc. Là, c'est pas du tout ce qui intéresse Lubitsch. Alors justement, qu'est-ce qui l'intéresse ? Me semble-t-il que dans ces rapports complexes que les vraies émotions, que les vrais sentiments, que les sentiments sincères entretiennent avec la circulation de l'argent, il dit quelque chose, enfin il montre quelque chose de fort du rapport entre les classes. C'est ça et qui est présent dans le film, sauf que c'est pas présent sous une forme, si vous voulez, thématisée de film social. Il n'a pas de surmoi moral qui serait je dois, puisque c'est la crise, etc., je dois apporter ma contribution sous la forme de... Non, tout ça est distillé et il me semble qu'il ne s'excuse pas de faire une intrigue qui est la légèreté même en apparence, le côté complètement anodin, artificiel, évidemment qu'on ne croit pas une seconde être vraiment à Venise. Enfin, on entend ce silence du décor, justement quand il vide les poubelles et qu'il est au début. On sait très bien qu'on n'est pas à Venise, mais qu'on est dans un studio qui représente Venise, de même qu'on n'est pas à Paris, avec la belle typographie art déco de l'usine Collet et compagnie. Tout ça, l'artifice n'est pas caché. Mais tout de même, il y a une résonance de ce qui participe de la friction entre les classes et d'une forme de violence. Donc il y a à la fois, je trouve, le plaisir de la mise en scène, à la fois résonnent tous ces rapports qui vont devenir beaucoup plus, presque, pas cyniques, mais en tout cas beaucoup plus lourds et gras, d'une certaine façon, chez Billy Wilder, plus tard, chez qui ce sera une transaction qui ressemblera beaucoup à des rapports prostitutionnels, quel que soit le contexte. Ici, on reste dans une forme d'élégance, de mélancolie, mélancolie pour la femme riche de finalement n'avoir peut-être été qu'à demi aimée. Mais je trouve que quand même, c'est déjà là. Alors j'ai trop parlé, allez-y, shoot. Oui, moi, alors, je ne sais pas si je vais réussir à bien expliquer, mais sur la fin de l'histoire, j'ai eu une autre sensation. J'ai eu l'impression que tout ce qu'il n'aimait pas, en fait, Madame Collet, et qu'il avait fait tout un stratagème pour qu'elle puisse récupérer l'argent,
lui récupérait. En fait, tout ça, c'était pour récupérer les perles et que Lily puisse récupérer l'argent. Et sur la scène finale, on a la vérité, c'est que ça reste des escrocs et que tout ce qu'il a fait dans la fin, lui dire qu'il l'aime, qu'ils auraient pu avoir d'autres choses, ça avait un rôle de récupérer tout et de pouvoir partir en toute tranquillité. Et en faisant peur à Lily de dire bon bah finalement je vais rester avec elle la soirée, il avait préparé son coup de je vais arranger les choses pour que ça. Enfin moi j'ai eu ce sentiment sur la fin et qu'en fait il a jamais aimé Madame Collet et que tout était un peu prémédité et je trouve que ça rajoute un petit peu de peps au film. Et alors, sinon je voulais savoir est-ce que ça a été repris parce que moi je trouve que l'histoire est très très bonne et je verrais tout à fait refait aujourd'hui ce genre de film avec des acteurs évidemment plus connus. Alors je pense que oui, ça a été repris, mais je suis nulle en remake. En général, quand il y en a, je les rate parce que. Mais juste sur cette idée de la fin, est-ce que d'autres gens pensent ça aussi ? C'est-à-dire qu'il a manipulé de main de maître, on peut dire, tout ça. Parce que moi, je ne sais pas du tout si j'ai raison. Pourtant, j'ai vu le film plusieurs fois. Et en fait, je pense que penser cela, c'est s'accrocher à une idée de la monogamie. J'y vais, j'ai peut-être complètement tort. Mais en fait, chacun projette comme il veut. Mais quand même, il y a d'autres films de Lubitsch qui ont suivi. Et je vous parlais déjà pour le film précédent, enfin le lieutenant souriant, où là c'est plus clair que Maurice Chevalier, il choisit la princesse et il laisse tomber la pauvre qu'il aimait. Donc ça c'est assez choquant même. On en parlait la dernière fois. Là, c'est toujours la brune qui... Ah, bravo. Et on a aussi des théories brunes-blondes. Oui, alors c'était dans Le lieutenant souriant, c'était Claudette Colbert, mais qui n'était pas encore la Claudette Colbert que nous, spectateurs actuels, on a connue depuis New York, Miami de Capra quelques années plus tard. Donc finalement, elle pouvait tomber... à l'époque, elle pouvait peut-être être plus mise de côté. Là, aujourd'hui, on trouve que quand même Claudette Colbert, c'est quand même rude de la mettre de côté. Là, moi, je pense que penser cela... c'est-à-dire penser que finalement c'est Bonnie and Clyde, enfin qu'ils sont vraiment fusionnels eux et que du coup ils ont une espèce de force contre les riches au fond. Je trouve ça intéressant parce que ça fait un petit peu penser à ce que dit Arletty dans Les Enfants du Paradis. Vous êtes riche et vous voulez qu'on vous aime comme un pauvre. À savoir, la richesse fait qu'on se construit une espèce de tour d'ivoire et que du coup on ne peut plus être aimé. On ne peut plus être aimé. Il ne faudrait pas quand même en plus vouloir être aimé pour ce qu'on est, puisque ce qu'on est, on est Madame Collet et compagnie. Et donc elle ne peut pas avoir le beurre et le cul du crémier, si je puis dire. Et donc ce serait dire ils sont soudés. Contre elle, contre le grand capital aussi, ça voudrait aussi. Mais moi, je pense que c'est quand même s'accrocher à une idée de l'amour qui fait que finalement, on n'aime qu'une personne. Et il me semble que Lubitsch est l'un des seuls, en tout cas cinéastes que je connaisse, en tout cas de l'époque, enfin classique, etc., à ne pas tout à fait résoudre l'équation dans ses films, ou à toujours laisser une forme de... Alors, ça va être beaucoup plus clair dans Sérénade à trois, dont le titre français dit un peu tout sur un ménage à trois, mais dont vous aurez remarqué, si vous vous souvenez de Sérénade à trois, qu'on ne passe pas, parce qu'on l'a passé il y a quelques années ici, et puis qui est peut-être plus connu, mais toujours avec Miriam Hopkins, que la scène finale est quasiment dans le même décor que la scène finale de ce film-ci, à savoir dans un taxi, et on se retrouve à la fin, sauf qu'à la fin de Sérénade à 3, ils sont 3 dans le taxi. Donc on a l'impression que un an plus tard, il arrive à être encore plus clair sur la possibilité du trio. Mais il me semble que cette possibilité du trio,
je vous contredis pas, parce que de toute façon, c'est vrai qu'ils partent tous les deux avec les perles et tout. Mais d'une certaine façon, moi j'ai l'impression qu'il esquisse cette possibilité-là, parce que quand il lui dit je suis vraiment tombé amoureux de vous, etc., et qu'il l'embrasse, moi j'y crois. Alors ça joue aussi sur une chose qui lui vient de son travail au théâtre, donc bien des années avant, que j'ai pas dit. La chose principale de son apport, de son travail avec Max Reinhardt, c'est la direction d'acteur. C'est le fait que dans un film du coup aussi artificiel, si vous voulez, que celui-ci, aussi scénarisé avec de manière une espèce de ligne claire, etc., reste ce qui scintille. Voilà. Ce qui scintille, ce sont certes les costumes, certains objets, les horloges par exemple, hein, tout ce design, les costumes de Travis Benton qui sont vraiment extraordinaires pour les robes des femmes. Justement, ce côté moiré, mais en même temps pas kitsch dans la moire. Enfin, c'est rare, parce qu'il y en a des choses qui brillent à Hollywood, mais qui scintillent comme ça, de façon nacrée, comme les perles. C'est assez rare quand même. On en a parlé de cette texture-là. Et il me semble quand même aussi que les gens scintillent d'une certaine façon, et que dans sa direction d'acteur, il y a cela. C'est-à-dire, il ne s'agit pas, je crois, même si Hollywood doit être très content d'avoir ce glamour-là, cette espèce de glamour, voilà, de scintillement. Mais en fait, il ne s'agit pas d'être glamour pour être glamour, il s'agit de faire scintiller des êtres, quoi. C'est un peu, ça devient un peu mystique, mais ça l'est pas. Sinon, effectivement, tout est cynique. Enfin, sinon, c'est une mécanique. C'est une sorte des boules de flipper, enfin, des gens qui manipulent d'autres gens. Alors, tout ça est un jeu d'équilibre qui peut être très casse-gueule, d'une certaine façon, parce que, justement, le risque de la mécanicité de la chose, d'une telle mise en scène, de ces gags, si on veut, de montage, hein, tout le jeu des ellipses, évidemment, l'ellipse étant la figure principale de la mise en scène de Lubitsch, peut devenir un peu systématique. Donc, par exemple, moi je trouve très, très beau le fondu enchaîné quand Gaston et Madame Collet sont sur la Méridienne. Non, pardon. Lapsus, quand Gaston et Lily sont sur la Méridienne, qu'ils s'embrassent, et puis il y a un fondu enchaîné et on voit la Méridienne vide. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, époque juste avant la censure, mais donc époque où on ne montre pas quand même deux personnes dans le même lit, ça veut dire, bien sûr, l'économie géniale de ne pas montrer la suite, mais que s'ils sont plus sur la Méridienne, c'est bien qu'ils sont ensemble dans un lit. L'autre, on dirait que le film est une sorte de cas d'école sur comment faire pour montrer sans montrer. Et donc, vous vous souvenez, ce plan aussi où ces deux ombres sur le lit, et puis ce beau plan où ils sont en médaillon, lui et Madame Collet dans le miroir. Voilà. Donc, on a l'impression que c'est « Ah d'accord, donc on ne peut pas les montrer au lit, bah, alors attendez, on va les montrer absolument au lit sans les montrer de 1000 façons. » C'est-à-dire que ce n'est pas une fois, c'est vraiment toutes sortes de propositions. On a l'impression qu'ils grillent toutes les cartouches de la mise en scène par l'ellipse, quoi. Donc c'est extraordinaire. Il y a aussi le moment où on a juste leur voix off sur les horloges, par exemple. C'est encore une autre façon de montrer qu'ils restent ensemble toute la nuit, enfin une grande partie de la nuit, et de ne pas montrer ce qui est évident. Oui, tu avais une... Je voudrais revenir juste sur la fin, là. J'ai vu le film il y a 2 jours à la télé, je suis venu le revoir en salle la soir, et j'avais exactement la même interprétation que Madame. Ah, voilà. Ben non, mais c'est peut-être moi. Sauf que là, en le revoyant à l'écran, en vrai, quand elle lui dit au revoir et qu'elle lui dit Madame Collet et compagnie, avant qu'elle parte, je me suis dit exactement l'inverse. Il ne va pas y aller, il va la laisser tomber juste devant le train. J'ai complètement oublié depuis 2 jours. Je peux revoir comment ça finissait. Comment ça finissait. Je me suis dit, ah oui, il va la laisser tomber. Ouais. Et il va revenir après. Parce que là, j'ai trouvé qu'ils s'aimaient trop tous les deux là, à ce moment-là. Ce qui ne m'était pas apparu la première fois à la télévision. Et est-ce qu'on ne voit pas ça parce que
quand c'est une très bonne projection, une copie, etc., c'est bête, mais on voit les yeux, par exemple, de Kay Francis, l'actrice brune. Il y a quelque chose de très expressif qu'on voit quand même mieux quand on voit vraiment les gens en grand, quoi. Ben là, du coup, là, en la voyant bien, elle m'a convaincu, elle m'a séduit. Oui. Et donc, il y avait ça. Et puis, il y avait une autre marque aussi dans toutes les comédies américaines, jusque même dans les années 50, dans toutes les romances, il y a toujours des références très marquées politiquement, là, bon, avec cet éboueur au début, mais là, qu'est-ce que vient faire Trotsky ? Ah, le trotskiste, Et, si, dans n'importe quel film, on voit des tableaux de Rivera où on voit, je ne sais pas quoi, des citations politiques, culturelles, avant-gardistes. Là, justement, on est l'art déco, mais dans d'autres films, on voyait des trucs surréalistes dans les comédies musicales. J'ai trouvé ça... Pourquoi toujours ces citations assez extraordinaires ? Eh bien si, et ça c'est je dirais, enfin je réponds comme ça, il y a peut-être d'autres gens qui ont des meilleures réponses, mais c'est que c'est la même chose pour la psychanalyse. C'est-à-dire on peut s'étonner qu'il y ait autant de présence de vulgates psychanalytiques dans les films hollywoodiens, y compris des films un peu... film de Mitchell Leisen, il n'y a pas que Hitchcock, il y en a plein d'autres. Et à la limite, il y en a moins en France à la même époque. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a un côté précurseur là-dessus. Mais moi, je pense que Hollywood, dans la période classique, c'est un mélange, c'est un dosage génial, enfin, entre la culture populaire, entre la nécessité du commerce, donc l'élaboration des genres, etc., pour que les gens sachent ce qu'ils vont aller voir. Enfin, bon, tout le côté très industriel, très commercial, de fabriquer des produits qui soient bien calibrés pour que ça marche, et en même temps, tout ça est fait par principalement des juifs venus au début du siècle, venus dans les années 10, et puis ensuite une deuxième vague d'Européens comme Lubitsch en 22, comme ensuite une troisième vague, etc. Donc beaucoup de gens de la Mitteleuropa, pas tous juifs, mais qui n'ont aucune raison de renoncer à leur culture respective d'abord. Et dans les films de Lubitsch, il y a énormément d'autres langues, d'accents. Alors on verra dans To Be or Not To Be, mais là il y en a. On entend parler italien, espagnol, russe. Il n'y a aucune raison que les gens qui se sont exilés à Hollywood, et quand je dis exilés, c'est pas toujours des exils déchirants, parfois c'est vraiment tout simplement que, remarqués à la période muette, ils sont ensuite allés à Hollywood. Il n'y a aucune raison qu'ils renoncent à toute leur culture. Je veux dire, Billy Wilder, par exemple, il collectionnait l'art moderne, il a des Matisse, il a des... Pourquoi pas ? Je veux dire, pourquoi l'américanité devrait-elle être... Est-ce qu'on voit ça dans les touches, par exemple ? Est-ce que les tuches... Ben oui. Il y a de la culture de Forest. Alors peut-être qu'il y en a. Bon, déjà, j'ai pas trop vu les tuches, j'avoue. Et d'autre part, effectivement, je pense que c'est... Comment dire ? Je pense que la comédie qu'on a appelée en français, donc la comédie sophistiquée, qui en fait est beaucoup plus sexuelle que sophistiquée, mais dont on comprend l'expression sophistiquée en français, parce que la sophistication, c'est quand même à la fois celle d'une certaine société qui est souvent montrée, de la haute société, même si elle est moquée, mais aussi bien sûr la sophistication de la mise en scène. Et que donc, ce type de comédie... l'air de rien, c'est-à-dire l'air de montrer toujours en gros des triangles amoureux, des choses pas extraordinaires du point de vue du sujet, et ben en fait, Chary articule énormément de niveaux. Et c'est-à-dire qu'on peut apprécier cette comédie à un certain niveau, et puis on peut y voir des références, reconnaître des tableaux, penser à Venise d'une certaine façon, comprendre que quand on dit Paris, ça veut dire ça, et même les liens entre pourquoi on est à Paris et pas ailleurs. Enfin, donc en fait, c'est la capacité d'articuler différentes lectures
possibles. Et donc, ça veut dire aussi différents publics qui fait un classique. Et ce qui fait que le film, il peut ensuite être encore vu 50 ans après. Donc ça, je trouve que c'est plutôt une richesse. Et s'il y avait que les références culturelles, si c'était que pour un happy few, pour reconnaître telle chose parce qu'on l'a déjà vu dans un autre art, etc., ça se planterait complètement. Mais par contre, la capacité d'intégrer, par exemple, les chansons, par exemple le fait que O Sole Mio, au début, qui est bizarre parce qu'il le chante en pleine nuit en plus, donc c'est à la fois le cliché du gondolier qui se met à chanter alors que et en même temps le fait qu'à chaque fois la chanson est réarrangée d'une autre façon dans la bande son, je crois que j'avais compté 6 fois comme ça où elle revient et où ça participe d'un seul gag qui est le gag avec Edward Everett Horton, cet acteur secondaire extraordinaire dont Philippe Garnier, qui est un type qui a un critique qui a écrit beaucoup sur le cinéma américain, dit que même quand il est de face, on a l'impression qu'il est de profil. Et c'est vrai, c'est un acteur génial de rôle secondaire. Souvent, il joue un peu l'impresario de Fred Astaire dans certains films, Astaire et Rogers, où il joue l'avocat de la joyeuse divorcée avec Ginger Rogers. Bref, donc cet acteur-là, il y a un gag qui est attaché à lui, quoi. C'est-à-dire le fait qu'il s'est fait escroquer, ce qu'on voit au début dans la petite scène muette du début, et c'est par la ponctuation musicale que ça va revenir. Donc ça, par exemple, c'est pas une référence, c'est pas parce qu'on va reconnaître que c'est telle chanson. Non, c'est dans l'économie de l'écriture que ça va être réutilisé. Je pense qu'il y a beaucoup de choses comme ça dont le travail est ce travail de tisser. Donc il y a des références, il y en a peut-être plein que je vois pas d'ailleurs, mais il faut qu'elles fonctionnent dans l'écriture, il faut qu'elles fonctionnent dans la circulation comme ça, et du désir, et des objets, et de l'argent, et des bijoux. Mais ce qui me frappe, c'est que je vous disais peut-être, et c'est assez connu, que Lubitsch avait été frappé par le film de 1923 de Chaplin, sans Chaplin dedans, l'opinion publique, et que c'est ça qui lui a fait penser à Hollywood, à évoluer vers la comédie sophistiquée, à Lubitsch, puisqu'il vient d'un comique plus lourd, et donc il a pensé à ces idées de comment d'utiliser des objets comme des indices, d'utiliser, voilà, dans l'opinion publique, il y a un faux col qui tombe du tiroir de la commode de cette femme, et on comprend qu'en fait elle a un amant, puisqu'elle vit seule, etc., mais il y a un accessoire masculin, voilà, c'est très simple, mais il y a tout un pan de quelque chose qui vient avec. Et ça a inspiré Lubitsch. Mais moi, ce qui me frappe, c'est combien Lubitsch, à son tour, a été un modèle, quoi. Donc, ce fonctionnement-là, par une chose qui, en fait, veut dire autre chose et nous rappelle ou rappelle à un personnage quelque chose, ça paraît aujourd'hui même l'évidence dans l'écriture, dans l'espèce de grammaire d'écriture. Et il me semble quand même que ça, c'est vraiment Lubitsch qui l'a poussé très loin. Je dis ça parce que l'emploi des... D'abord, je parlais de Bresson Pickpocket, qui doit dater de, je ne sais plus, 61, ou je me trompe peut-être, mais voilà, donc bien plus tardif. Je pense que Bresson, oui, d'une certaine façon, il s'inspire de cette utilisation de l'ellipse, de l'insert, etc. Et donc des gens très très différents de Lubitsch lui-même. Et Hitchcock, si vous pensez à La main au collet, qu'on avait passé d'ailleurs ici, cette érotisation des bijoux, ce fait que ce rapport voilà, d'une femme qui manipule des bijoux, qui les désire d'une certaine façon. Enfin, voilà, il me semble que Hitchcock a retenu aussi ça, ce travail sur l'insert, ce travail sur le... Si vous avez vu Marnie, Pas de printemps pour Marnie d'Hitchcock, tout le truc avec le sac à main de Marnie, c'est très érotisé d'une certaine façon. Et ça, je pense quand même que ça vient de la netteté de mise en scène de Lubitsch qu'on voit particulièrement dans ce film-là, et aussi d'une forme de musicalité. Je vous disais que là, momentanément, il ne fait plus d'opérette à ce moment-là, même si je crois que c'est La Veuve Joyeuse qui vient après, qui est génial dans ce type avec encore Maurice Chevalier et Jeannette MacDonald. Donc il en refera, c'est pas qu'il a renié ça, mais en même temps,
on a l'impression qu'il a intégré la musicalité, même s'il n'y a plus ces moments chantés. Il y a une rythmique qui intègre des ellipses, qui intègre des silences, sauf que ça passe dans autre chose que... Ça passe en partie par la musique, on l'a vu avec O Sole Mio, mais ça passe aussi par les déplacements. Vous vous souvenez tous les moments où les personnages disent quelque chose et ils remontent un escalier, ils descendent un escalier, ils vont chercher quelque chose, ils vont ouvrir une porte. Voilà. Le grand... et d'ailleurs, c'est ce que je vous avais dit, que Mary Pickford, qui avait invité Lubitsch à Hollywood en 22 et qui a été déçue de leur travail sur Rosita, a dit, voilà, mais c'est pas possible, il filme des portes. C'est ça, c'est un metteur en scène de portes. Et elle a raison. Et ce qui me frappe, c'est que donc la porte, qui est à la fois, on pourrait dire, qui fait partie de ce système des objets, mais qui en même temps est plus qu'un objet, c'est pas un objet qui peut circuler, on peut dire, c'est un élément de décor. Mais ce qui est intéressant, c'est son usage. Donc il y a beaucoup de portes ouvertes et fermées dans tous ces films, mais dans celui-ci en particulier. Mais si on pense, on se dit, ah bah oui, d'accord, c'est du théâtre, forcément. Les portes qui s'ouvrent, qui se ferment, on connaît quoi. Hein, voilà, l'entrée de scène, la sortie, bon, tout ça c'est du théâtre. Mais en fait, il me semble que justement le statut de la porte, entre guillemets, change par rapport au théâtre. C'est-à-dire que dans le cinéma tel qu'il choisit de le cadrer, de le monter, etc., quand quelqu'un ouvre une porte, plusieurs choses. D'abord, quand quelqu'un ouvre une porte et entre, etc., on est surpris parce que comme on n'a pas le plan d'ensemble, entre guillemets, de notre position de spectateur de théâtre, mais un plan qui est cadré, eh bien, comment dire, il peut jouer avec des jeux de surprise dans les deux portes, entre le bureau et les appartements de Madame Collet. Vous voyez de quel décor je parle, hein, quand ils sont tous les deux, lui et Madame Collet, et que le majordome ne sait jamais de quel côté ils vont sortir. On pourrait faire ça au théâtre, mais c'est beaucoup plus surprenant de brouiller même notre sens de l'espace, parce que nous-mêmes, à un moment, on ne sait plus si la porte qui nous est montrée, c'est la porte du bureau ou la porte des appartements de Madame Collet. Parce que le montage et le cadrage font que ça participe de cette surprise. Donc déjà, le cinéma permet, par son découpage à plusieurs niveaux, de créer quelque chose de beaucoup plus dynamique et beaucoup plus troublant d'une certaine façon. Et d'autre part, tel que Lubitsch, là encore, traite les portes, c'est pas les portes en général, c'est là, il me semble que souvent, au théâtre, il n'y a qu'une chose à faire avec la porte, c'est qu'elle s'ouvre et que quelqu'un apparaisse, ou bien qu'elle se claque et que quelqu'un bruyamment soit exclu. Et il me semble que dans son cinéma, non, il y a une vraie possibilité qui est qu'on filme une porte et que justement, c'est ce qui se passe derrière qui est le plus intéressant. Et que malgré tous les moyens qu'on a du cinéma, on ne va pas ouvrir le double fond. On va juste filmer le truc fermé. Et ça, ce sera le cas par exemple dans Ninotchka, où les trois commissaires politiques invités en Occident font monter des vendeuses de cigarettes dans leur chambre, dans leur palace, et bien sûr on ne voit pas ce qui se passe. On n'a que les portes fermées, et puis à un moment quelqu'un dira « Ah vous avez beaucoup fumé ». Bon, voilà. Donc évidemment ce qui se passe derrière les portes, c'est toujours du sexe. Donc ça dit quelque chose sur la censure, sur le rapport à la censure, chose qui va se retrouver chez par exemple Capra, si vous avez vu New York Miami, avec les fameux murs de Jéricho, qui séparent Clark Gable et Claudette Colbert, et qui se trouve aussi à la fin de cette sacrée vérité qu'on montrera un jour. Donc je vous dévoile pas quel rapport de porte il y a, mais il me semble que c'est quand même Lubitsch qui va le plus loin dans la complexification, disons, de la porte, de cet élément tellement théâtral dont on se dit que le théâtre a déjà tout fait, et qu'en fait non, qu'avec les moyens du cinéma, il y a cette possibilité radicale de carrément juste filmer une porte et ne même pas l'ouvrir, quoi. Ce qui est une sorte de définition parfaite du hors-champ.
Oui, même il y avait des moments, et c'était peut-être ça qui expliquait, j'ai l'impression qu'il y avait des gens qui sortaient de portes où ils n'étaient pas censés être. J'ai l'impression qu'ils étaient rentrés d'un côté, qui pouvaient passer derrière. Et moi, j'étais aussi impressionnée dans les dialogues, c'est tous les noms. Il y a des fois, on a l'impression qu'il y a des dialogues qu'avec des noms, Mister Giron, Mister Leval, et on a l'impression il y avait des moments de répétition où on a l'impression que le dialogue n'était que sur les noms des personnes, et il y avait beaucoup de jeux avec ça. Et aussi dans les portes-escaliers, j'ai retrouvé un peu les scènes qu'on avait vues dans l'autre film, tous les moments d'escalier, des moments importants, des moments un peu charnières, où justement ils descendent l'escalier, besoin de remonter, et c'était tous les moments charnières. On avait ça déjà dans le film précédent. Oui, dans le rapport à l'espace, là aussi, c'est pas très théâtral, et c'est très cinématographique. Pas très théâtral dans le sens où au théâtre, on s'arrangerait pour avoir un décor où justement, il ne faut pas 3 heures pour monter des marches parce que on se dit, oh là là, la tension va descendre, quoi. Et là, c'est un film court, certaines séquences sont très très courtes. Parfois, le montage fait qu'on passe d'un objet à un autre de manière très vite, très rapide. Et en même temps, on va avoir tout le trajet d'un escalier. Alors même s'il est monté rapidement, parce que le désir fait que parfois, à un moment, on voit Madame Collet monter l'escalier. Et voilà, il y a aussi ça qui fait qu'on peut monter l'escalier vite parce on est propulsé par le désir. Mais quand même ça, malgré tout, quelques secondes au cinéma, c'est long, quoi, de voir quelqu'un monter un escalier. On a compris. C'est pas une question d'efficacité narrative. Donc, à l'inverse, autant il peut être très très efficace du point de vue du récit, c'est-à-dire avec ce côté de l'indice, montrer un cendrier et on sait que le type commence à comprendre, etc. Autant à l'inverse, il va prendre ce qui d'habitude est un temps mort. Quelqu'un monte un escalier, on s'en fout. Il nous suffit de montrer qu'il commence à monter, puis on le retrouve dans la pièce, on a compris. Sauf que non, le but, c'est pas qu'on ait compris, c'est plusieurs choses. Je pense d'abord que Lubitsch, il s'en sert dans cette idée de musicalité. Parfois, on dit quelque chose, puis on se déplace, et du coup, ça crée un silence dans les dialogues. Donc, une espèce ça relâche quelque chose qui n'est du coup pas de l'ordre du ping-pong, comme ça. Il y a ça. Et puis, il y a aussi quand même cette idée de... finalement, c'est plus complexe que ce qu'on croit toujours, parce que se déplacer, ça implique plein de choses. Dans le corps, où on va, et je trouve qu'on voit beaucoup ça dans ces films. Alors dans Le Lieutenant Souriant, à un moment dans le grand escalier du palais, il s'en servait de manière très drôle parce que Maurice Chevalier montait les marches, se retournait, les descendait un peu, et là on était au music hall. Là on se dit ah oui d'accord, c'est le truc. Voilà, c'était très cartoonesque. Là c'est peut-être un peu moins cartoon. Il y a une scène qui est intéressante à propos de l'escalier, c'est quasiment vers la fin, quand Lily, Merian Hopkins, quitte la pièce avec l'argent. Donc elle referme la porte, Gaston lui court après, et il n'y a plus dans la chambre que Madame Collet, qui entend les cavalcades dans l'escalier. On entend quelqu'un qui monte, qui descend, elle ne sait pas trop ce qui va se passer. En fait, tout son imaginaire passe par les bruits qu'elle entend dans cet escalier, derrière, encore une fois, une porte. Ouais. Je trouve que cette scène est très intéressante, parce qu'elle doit avoir le petit vélo dans la tête qui... oui, mais en fait, qu'est-ce qui se passe Tout à fait. Mais le petit vélo, vous êtes d'accord que c'est nous, c'est pour nous. C'est-à-dire, c'est ça aussi qui avait frappé François Truffaut, c'est que Lubitsch fait tout pour que... enfin, le triangle, chez Lubitsch, c'est pas le triangle de femme, un homme, c'est le film... Lubitsch, c'est ça qu'il écrit, et le spectateur. Et donc il ménage les trous. Alors c'est pour ça que Truffaut dit c'est un vrai Gruyère, les films de Lubitsch, mais chaque trou est génial. Dans le Gruyère Lubitsch, chaque trou est génial. Et donc les trous, c'est-à-dire ce qu'il nous montre pas, que ce soit des trous au sens d'ellipse narrative ou que ce soit des choses qu'il laisse hors champ parce que c'est derrière une porte ou parce que c'est hors du cadre, eh bien ça nous fait travailler, nous spectateurs. Donc quand on la voit elle écouter, bien sûr, c'est nous, elle aussi. C'est ça qui
Et c'est peut-être pour ça qu'elle existe encore mieux et qu'on est pour elle un peu. Ce qui est pas évident, qu'on soit pour la milliardaire, pour la veuve milliardaire qui peut comme ça jouer avec un homme. Et elle a une vraie existence, elle a une vraie consistance. Une vraie sincérité aussi. Une vraie sincérité, et peut-être aussi parce que justement elle a cet esprit, c'est cette conscience désirante qui fait qu'elle écoute et qu'elle interprète et ce qu'ils vont se remettre ensemble. Ouais, vous. Comme une conscience aussi, Lily, qu'on voit derrière la fenêtre, en toute invraisemblance du point de vue de l'architecture, il me semble, parce que je me dis, mais d'où on est pour voir cette fenêtre, comment la voit-on, comment la voient-ils, eux? Ça, je trouve ça intéressant, et ça se passe 2 fois de mémoire, et je me dis, bon oui, évidemment, c'est sa conscience, évidemment, elle persiste dans sa vie, donc elle va... Bon, voilà. C'est fait, ça c'est le truc du triangle. C'est pour ça que je dis qu'il lâche jamais le triangle. Mais oui, il adore ça. On se tourne, l'autre est là, quoi. Voilà, de même qu'il y a 2 prétendants, plus un type officiel dans la vie de Madame Collet aussi. Enfin, sans arrêt avec ce duo clownesque qu'ils font tous les deux, c'est assez rigolo. Et je pense que ça, Jean Renoir, juste incise, Jean Renoir s'en est... Alors j'ai pas de preuves, s'en est souvenu pour la règle du jeu. Je pense qu'il y a quand même une proximité dans ces articulations-là, 2 hommes, une femme. Et puis moi, juste une petite chose sur ce gros plan, sur cette femme assise, manifestement dans un milieu social assez dégradé, qui a ce coup de fil avec cette pseudo-comtesse qu'on ne connaît pas encore, mais qui n'est que Lily finalement. Avec une histoire de chat ou de chien ou d'animal, je ne sais plus. Mais en un mot, il nous campe... on comprend l'extraction de cette fille, quoi. Oui, c'est ça. Alors, des fois, on comprend que c'est sa mère, d'autres fois, on comprend que c'est sa logeuse. Comme c'est traduit « vous » quand elle s'adresse à elle, c'est dommage. Mais oui, moi, je crois que c'est un peu sa mère. Je crois que c'est sa mère. Et ça fait un fort... ça fait un fort contraste. Et on n'est pas habitué, effectivement, chez Lubitsch, à ce qu'il nous montre ça, par exemple. Tout à coup, là, dans le contre-champ téléphonique. D'ailleurs, il dira, Lubitsch, en 1939, que... Enfin, oui, je ne sais pas pourquoi il a vraiment dit ça, mais il l'a dit, qu'il ne se voyait pas faire des films avec des personnages... il ne voyait plus faire des films avec des personnages dont on ne savait pas comment ils gagnaient leur vie. On a dû le lui reprocher, du coup, pour qu'il dise ça en 1939. C'est sûr que par rapport à Capra, sont passés entre-temps, en 1936, tous les films de Capra, qui sont beaucoup plus chargés socialement. Justement, on voit des gens pauvres, etc. Donc, et puis la guerre arrivant. Mais en fait, quand on y pense, tout ça est là. Simplement, c'est pas là de manière appuyée. Ouais. Et juste sur les... Peut-être vous vouliez continuer. Juste, je voulais répondre sur les noms. Sur les noms. Parce que c'est de même qu'on voit les escaliers, qu'on voit... Pour pouvoir interpréter ce qu'il y a par le seul son de la cavalcade dans l'escalier, il faut que tout ça ait été organisé et que nous, spectateurs, on ait vu la configuration des lieux. Donc ça, je trouve ça assez génial que nous, spectateurs, on ait autant de décors dans la tête. On sait comment sont les portes ici, là, dans plusieurs décors différents. Et donc, ça parie sur notre intelligence et notre vivacité et notre mémoire, parce que sinon, après, on ne peut pas rire de certaines choses, on ne peut pas interpréter, écouter, entendre, voir juste en entendant. Donc ça, c'est quand même vraiment travailler avec nous, spectateurs. Et l'autre chose pour les noms, je crois que c'est un peu semblable à ce qu'il fait avec les espaces, qui ne sont donc pas juste des déplacements utiles, mais autre chose. Les noms, pareil, en fait, vous avez raison, on n'était pas obligé de les répéter autant. Et je pense qu'en les répétant autant, ça les objective, ça les transforme en objets, d'une certaine façon, ou en costume, et on est plus sensible au fait qu'il s'agit de gens qui jouent toujours, oui, l'habit fait le moine, d'une certaine façon. Ce sont des imposteurs, ce sont des escrocs, mais ils s'appellent barons, ils mettent tel ou tel costume, et au fond, ils le sont. C'est-à-dire que ils sont un peu cette haute société-là.
il me semble que chez Lubitsch, c'est pas on va enlever le costume et derrière il y a cette femme à l'autre bout du fil qui est évidemment pauvre. Non, eux, y compris Miriam Hopkins, c'est pas comme ça. C'est pas des gens pauvres avec juste de manière éphémère ça. C'est que l'imposteur est un peu celui qu'il prétend être, il me semble. Et donc l'histoire des noms, je crois que c'est aussi ça. C'est-à-dire qu'on voit à la fois que ce ne sont que des noms, que ce sont des objets qui les ont fabriqués, que tout ça, que toute cette société, y compris les vraies comtesses et les vraies duchesses, c'est pareil, quoi. C'est du flan, c'est construit, c'est une construction sociale. Et finalement, quand même, je me dis que c'est ça qu'on se dit. C'est-à-dire que eux, au moins, c'est des imposteurs qui savent qu'ils le sont. Les autres croient être vraiment des comtes, des ducs et des duchesses. Mais quand on y pense, ça ne veut rien dire. Je veux dire, ces titres-là, les titres réels n'ont pas plus de réalité que les titres postiches. Donc je crois quand même que les noms, en étant répétés comme ça, de même qu'il y a la ville de Constantinople qui revient, et si vous avez vu d'autres Lubitsch, le mot Constantinople revient. C'est ça, c'est ce travail d'extraire comme ça des mots qui deviennent des objets à nos oreilles et qui résonnent d'une drôle de façon. Alors Constantinople, en plus, comme ça n'existe plus en tant que ville qui s'appelle comme ça, mais que c'est devenu Istanbul, voilà, il y a aussi ça. Mais ouais, je trouve qu'à force de répéter des mots, ils deviennent autre chose que des mots, ils circulent au même titre que les objets. Et qui dit circulation des objets dit, je crois quand même, leur altération. Parce que tous ces trucs, tous ces sacs à main, ces portefeuilles, ces bijoux, me semble-t-il, ils ne sont pas les mêmes une fois qu'on les a vus passer de poche en poche. À l'arrivée, ce n'est pas tout à fait la même chose, quoi. Il me semble. Je ne dis pas qu'ils sont souillés, mais d'une certaine façon, ils me semblent empreints de quelque chose de très lié avec l'intimité corporelle, quoi. Donc c'est étonnant, ce scintillement, cette espèce de dureté presque de pierre, quoi, de Haute-Pègre, et en même temps la sexualité, le corps, l'intimité, la justesse, la sincérité des sentiments. C'est étonnant d'avoir cet alliage-là. Je ne connais pas d'autres exemples de films où c'est aussi ensemble, finalement. Bon, merci pour votre présence et votre participation. Et donc, rendez-vous. Eh bien, écoute, le mois prochain, donc, ça sera pour To Be or Not To Be. Et puis, effectivement, après en janvier, ça sera Le ciel peut attendre. Ouais, le film en couleur de Lubitsch. Donc, pareil, il n'est pas montré souvent. Bonne nuit. Merci, Charlotte.